René Guénon, Psychologie. Chapitre 21. La croyance. Bien que la croyance soit, comme nous l'avons dit précédemment, un phénomène d'ordre émotif, il y a lieu de l'étudier ici en raison du rôle important qu'elle joue dans le jugement, où elle constitue la seconde des trois phases que nous avons distinguées. Nous avons donc à étudier maintenant le passage de l'idée à la croyance en la vérité de ce que l'esprit pense. Cette étude ne peut d'ailleurs être séparée entièrement de celle de la troisième phase du jugement, c'est-à-dire de l'affirmation, car l'esprit passe le plus souvent de la croyance à l'affirmation. Il s'agit toujours, bien entendu, de l'affirmation intérieure, qu'elle s'exprime ensuite par des mots ou qu'elle ne soit pas exprimée. On peut définir la croyance comme une adhésion de l'esprit à ce qu'il considère comme la vérité. Mais il importe de préciser que cette adhésion diffère de l'adhésion pleine et entière que comporte la certitude, car il faut distinguer la croyance proprement dite de la certitude, aussi bien que du doute pur et simple. Le phénomène du doute se produit quand il y a des raisons égales pour croire et pour ne pas croire. L'adhésion de l'esprit se trouve alors suspendue et aucune affirmation ne peut en résulter. La croyance comprend tous les degrés de ce que les anciens appelaient l'opinion, c'est-à-dire tous les degrés intermédiaires entre le doute et la certitude. Elle se produit quand il y a des raisons plus fortes d'admettre une chose que de la rejeter, mais les raisons pour admettre le contraire ou une chose différente peuvent être encore assez fortes et elles peuvent évidemment l'être plus ou moins. Tandis que la croyance comporte ainsi une indéfinité de degrés allant d'un état très voisin du doute à un état très voisin de la certitude, cette dernière n'est pas susceptible de plus ou de moins. On est certain d'une chose ou on ne l'est pas. On ne peut pas en être plus ou moins certain. On peut dire qu'il y a certitude quand les raisons de croire l'emportent définitivement sur les raisons de ne pas croire, ou même quand il n'y a pas du tout de raison de ne pas croire. Il est d'ailleurs nécessaire de remarquer que dès lors que la certitude existe, il ne peut plus être question de croire au sens propre de ce mot, puisque nous devons distinguer essentiellement la certitude de la croyance. Nous n'avons pas à nous occuper ici de la légitimité de la croyance, ni des fondements d'ordre logique sur lesquels on peut faire reposer sa justification, mais seulement à chercher dans quelles conditions psychologiques ce phénomène se produit. La croyance consiste en quelque sorte à accorder à une idée droit de cité dans notre esprit, c'est-à-dire parmi d'autres idées. La possibilité de la croyance est donc la possibilité pour une nouvelle idée de s'harmoniser avec ce que nous croyons déjà. Il arrive cependant quelquefois qu'une idée nouvelle expulse certaines idées anciennes, mais il faut généralement pour que cette idée nouvelle soit reçue qu'elle s'accorde avec d'autres idées anciennes. Et ce cas s'explique par une sorte de lutte entre les idées, la victoire restant la plus forte. Mais d'où vient la force des idées ? Pour les unes, de ce qu'elles ont essentiel à l'esprit, pour les autres, de ce que par l'effet de l'habitude, elles sont devenues comme si elles étaient essentielles. Le premier cas est celui des idées proprement rationnelles, le second celui des idées qui nous sont imposées par l'expérience. Il ne faudrait pas conclure de là que la croyance ne soit qu'un mécanisme. Derrière ce mécanisme, qui peut avoir en fait une part dans l'établissement de nos croyances, il y a une logique. La force appartient aux idées qui se présentent avec une clarté, une évidence, entraînant l'adhésion de l'esprit. Même lorsqu'il s'agit d'une réalité de fait, la légitimité de la croyance au fait peut se déduire de considérations rationnelles. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un fait psychologique, on peut établir sa réalité par un raisonnement. Et quand même ce fait est illusoire, l'existence de l'illusion comme telle est encore une réalité. Lorsqu'un fait psychologique est affirmé comme signe d'une réalité extérieure, c'est pour les raisons qu'on développe lorsqu'on prouve la nécessité d'une telle réalité extérieure correspondant à ce fait. On se ferait d'ailleurs une idée très inexacte de cette force des idées dont nous parlons, si on entendait par là quelque chose d'analogue à ce qu'on appelle l'intensité des sensations. Nous voulons parler ici de la force d'une idée imposée par la raison ou sous son contrôle. La force de la liaison des idées peut même quelquefois nous faire renoncer à une soi-disant évidence sensible. Elle peut détruire les préjugés les plus enracinés, les habitudes intérieures les plus invétérées.
Si nous parlons de la force d'une idée en ce sens, il n'y a aucun danger de confondre la cause de la croyance avec une impulsion aveugle, et par suite, il n'y a non plus aucune raison de conclure au scepticisme. Sans doute, il n'y a pas que les idées qui soient fortes. Or, il y a des idées auxquelles des éléments non intellectuels, des sentiments surtout, donnent une intensité qui n'est qu'une fausse clarté et qui peut nous faire illusion. Mais il n'en reste pas moins vrai que la cause directe de la croyance est toujours la clarté avec laquelle nous apparaissent les idées auxquelles nous donnons notre adhésion. On peut objecter à la thèse que nous venons d'exposer qu'elle paraît impliquer l'existence d'un principe d'après lequel l'intensité d'une idée serait un signe de sa vérité. S'il en était ainsi, rien ne nous garantirait qu'une idée que nous admettons présentement ne sera jamais vaincue par une autre idée plus intense, et alors l'esprit n'aurait plus le droit de croire que ce qu'il juge naturellement vrai est vrai en soi. Il y a quelque chose qui est juste en partie, car théoriquement tout au moins, il est assurément impossible de montrer l'équivalence de l'intensité d'une idée et de sa vérité. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit dans tout ceci que de la croyance et non de la certitude. Et cette distinction fait qu'il n'y a aucun inconvénient à accorder qu'une idée, à la vérité de laquelle on croit, puisse être rejetée ultérieurement. Car la croyance, contenant toujours une part de doute, est en quelque sorte un état provisoire dans lequel l'adhésion de l'esprit n'est jamais complète. Pour parler rigoureusement, il faudrait dire qu'une idée qui est objet de croyance est regardée non pas comme absolument vraie, mais seulement comme probable. Ce n'est d'ailleurs pas là une attitude sceptique, même à l'égard de la simple croyance, car il faut reconnaître en même temps que pratiquement les degrés les plus élevés de la probabilité équivalent presque à la certitude, comme le montre notamment ce que permettent d'obtenir les sciences de fait. Nous reviendrons sur ce point en logique à propos de l'induction. Nous compléterons cet exposé par l'indication sommaire de quelques théories relatives à la croyance. Spinoza essaye d'expliquer la croyance en disant que toute idée tend à s'armer. Cette assertion ne peut pas être acceptée sans restriction car l'intelligence n'a pas de tendance à proprement parler et toute tendance doit être attribuée à l'émotivité ou à la volonté. De plus, c'est plutôt là constater le fait de la croyance que l'expliquer. Taine dit que la croyance accompagne toute idée qui n'est pas contredite. Et il ajoute que quand une idée n'est pas admise, c'est parce qu'il y a contradiction entre elle et quelque chose que nous croyons déjà. Cela est vrai dans bien des cas, mais cela n'explique pas le fait que quelquefois une idée en expulse une autre. Hume donne explication de ce dernier fait en rapportant la croyance à l'intensité d'une idée, mais il n'indique pas la cause première de la croyance, qui est la valeur logique reconnue, à tort ou à raison, par l'esprit à une idée, soit directement, soit en la comparant à d'autres idées. Descartes a bien vu dans ce qu'il appelle l'évidence cette cause première de la croyance, mais pour lui, il y a dans la croyance un acte de volonté, tandis que nous n'avons admis cette intervention de la volonté que dans le fait de l'affirmation. Descartes semble donc ne pas avoir distingué assez nettement ces deux phases. Par contre, nous devons lui donner raison lorsqu'il reconnaît à nos sentiments une influence considérable sur nos croyances. Spencer, parlant de l'impossibilité de douter, décrit en quelque sorte une conséquence de l'évidence. L'impossibilité de croire le contraire d'une proposition est le signe de son évidence, et celle-ci constitue sa force ou son intensité. Nous devons d'ailleurs ajouter qu'il ne nous est pas possible de discuter complètement ici la conception cartésienne de l'évidence, car cette conception se rattache à la question du critérium de la vérité, qui ne relève pas de la psychologie.